Quand je regardais les matchs, j'avais une attirance pour cette personne qui avait un rôle un peu différent des autres et un peu isolé, qui était aussi souvent contesté. De devoir prendre des décisions, d'être vraiment au cœur du jeu, de devoir manager des joueurs, j'ai vraiment apprécié. Mais derrière, il y a tout ce travail de management, tout ce travail de confiance en soi, de savoir s'affirmer, de savoir communiquer avec les joueurs, avec les coachs. Je dirais qu'avant d'arriver en Ligue 1, c'était pas mon métier et j'avais pas vocation à en faire mon métier. Mais quand l'intendante qui me reçoit n'a pas pris connaissance que j'étais une arbitre féminine, ça peut créer une petite surprise. Il n'y a pas que un aspect passion, il y a aussi quelques sacrifices qui vont avec et puis ça, il faut prendre le package. Si on prend la passion, on prend aussi les sacrifices. Et l'arbitrage, avec tous ces défis et ces enjeux, fait que l'on est, on va dire, quand même une grande famille. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde dédiée à un acteur méconnu du football, l'arbitre. Sans arbitre, il n'y a pas de match, pourtant la fonction peine encore à attirer. C'est pourquoi le district de l'Ille-et-Vilaine a décidé de consacrer cette table ronde aux arbitres avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de mieux faire connaître la fonction d'arbitre. Le second, c'est aussi valoriser celles et ceux qui sont arbitres. Et le troisième, on l'espère, c'est tout simplement de susciter de nouvelles vocations. Derrière le sifflet, vous allez l'entendre, il y a des ambitions, il y a des parcours aussi très très impressionnants. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, on a 2 Brétiliens et 2 Brétiliennes autour de la table. Aujourd'hui, on va parler de la formation, on va parler de la progression des arbitres, mais aussi de leur protection. C'est un axe qui est important, notamment pour la Fédération française de football. Je vais commencer par vous présenter mes invités. Le premier, vous le connaissez sans doute puisque vous le voyez sur les terrains de Ligue 1, de Champions League également, mais aussi des compétitions internationales. C'est François Le Texier. Bonsoir François. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce podcast. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec un de vos maillots. Il a une histoire particulière d'ailleurs. C'est un maillot de Ligue 1. C'est un maillot qu'on met sur l'intégralité de la saison Ligue 1, puisque c'est pour le coup le sponsor qui est consacré. Donc une histoire particulière, non. Mais en tout cas, c'est un maillot que j'ai eu à porter plusieurs fois déjà cette année. Ouais. Vous allez nous le dédicacer, ce maillot, et on le fera gagner également. Pour vous qui regardez cet épisode, je vous conseille d'être très attentif au podcast, puisque vous aurez une question ensuite sur les réseaux sociaux du district de l'Ille-et-Vilaine, une question auquel aura répondu François pendant le podcast. Donc si vous voulez gagner le maillot de François Le Texier, merci beaucoup pour le geste. En tout cas, François, on est ravis de vous avoir aussi pour parler de votre parcours qui est très impressionnant. Vous allez pouvoir nous le détailler tout au long de cet épisode. Avec nous également Clémentine Bruggemann, aussi arbitre, peut-être un petit peu moins expérimentée que François Le Texier. Bonsoir Clémentine. Légèrement. Bonsoir. Ça fait combien de temps que vous êtes arbitre ? Moi, ça fait un petit peu ça fait un peu plus d'1 an que je suis arbitre de football après une carrière de joueuse et de coprésidente de club. Je me suis dirigée vers l'arbitrage, donc il y a un peu plus d'1 an. On va vous demander également pourquoi vous êtes dirigée vers cette fonction d'arbitre, pourquoi ce changement au final, puisque vous avez eu d'autres casquettes auparavant. C'est le cas aussi de Léa qui est avec nous. Bonsoir Léa. Bonsoir Mélanie, merci, bonsoir à tous. Et je me trompe pas, vous aussi, d'autres casquettes, c'est un peu comme Clémentine. C'est ça, on a tout essayé dans le foot, le parcours de joueuse, le parcours d'éducatrice, aujourd'hui arbitre et aussi membre de la commission départementale des arbitres référente des arbitres féminines du département. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la commission des arbitres ? Oui, alors absolument, la commission des arbitres, c'est une branche en fait du district qui a pour vocation de piloter et de gérer l'ensemble des arbitres du département, donc ceux qui officient au niveau départemental, les jeunes, les seniors, les garçons, les filles, promouvoir l'arbitrage, fidéliser, former, accompagner tout au long de la saison, pourquoi pas former vers des promotions, ligue dans un premier temps, peut-être éventuellement fédérale pour ceux qui le souhaitent, et puis faire en sorte que tout le monde prenne du plaisir et que tous les matchs soient couverts, bien arbitrés et que le foot puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et ça fait combien de temps que vous exercez ce rôle dans la commission ? Je suis à la commission départementale depuis le début de la saison, avec cette fonction un peu particulière de représenter les arbitres féminines à la commission. Et aussi dirigeante au club de Mordel actuellement. C'est ça, absolument. Comme beaucoup de clubs du département, le club de Mordel a un référent des arbitres. Et donc c'est moi qui ai pris cette fonction-là depuis la saison dernière. Donc j'accompagne les arbitres de mon club. L'objectif, c'est un peu comme la commission, de les fidéliser, de les aider à progresser et pourquoi pas détecter des nouveaux talents, mais je pense qu'on en reparlera.
On va en reparler effectivement. Et notre dernière invitée, Eloane Kerdudo. Eloane qui est à domicile aujourd'hui dans les locaux du district. C'est ça. Bonsoir Mélanie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente, je suis Eloane Kerdudo, j'ai 25 ans. Je suis arbitre de football depuis 2017 et également arbitre de futsal depuis cette année où je ne fais que du futsal. Et en parallèle de ça, je suis le conseiller territorial en arbitrage au district depuis le 25 août avec comme mission principale recruter des arbitres, les former et fidéliser, donc faire en sorte que ces arbitres restent arbitres. Et donc c'est un métier passionnant, enrichissant qui me permet de allier ma passion de l'arbitrage avec mon quotidien. Ouais, on va pouvoir en discuter, notamment sur la fidélisation aussi des arbitres, puisque certains commencent et puis finalement arrêtent. On va voir aussi ce qui est mis en place par le district bien, pour que les arbitres restent et puis que de nouveaux arbitres viennent tous les ans garnir aussi les rangs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me pose une question que peut-être aussi vous qui me regardez, vous vous posez, parce qu'on entend beaucoup les petits garçons, les petites filles dire « je veux être footballeur professionnel, je veux être footballeuse professionnelle ». J'avoue que j'entends moins les enfants dire « je veux être arbitre professionnel ». Donc je voulais vous demander à tous comment ça avait commencé cette envie d'être arbitre. Je vais commencer par vous François, ça date depuis combien de temps ? Alors moi j'ai commencé, j'avais 13 ans, donc maintenant ça fait 23 ans que je pratique l'arbitrage. Alors je crois que ça commence déjà par une passion du foot. Ce qui nous unit tous, c'est d'abord la passion du sport et du football, et puis ensuite on vient à l'arbitrage de manière parfois très différente les uns des autres, hein, mais pour ma part, il y avait quand même une attirance pour cette fonction-là d'emblée. Donc c'est pas le fruit d'un choix par défaut, c'est pas le fruit d'une blessure, c'est vraiment le fruit d'un choix conscientisé de ma part que d'essayer cette fonction-là, parce que quand je regardais les matchs, j'avais une attirance pour cette personne qui avait un rôle un peu différent des autres et un peu isolé, qui était aussi souvent contesté, mais ce lien avec le sport, avec la pratique sportive, et puis en même temps la prise de décision, le courage, la capacité à manager des individus, c'est tous ces liens qui sont faits entre le sport et le management m'a tout de suite plu et intéressé, ouais. Quand vous étiez joueur également, enfant ? Oui, je crois. Alors, pour le coup, quand j'étais joueur, j'avais un rôle un peu de cadrage de mes collègues sur le terrain. J'aimais bien effectivement être un leader d'équipe, donc c'était finalement assez naturel que d'essayer ensuite la même chose, mais avec un maillot différent, ouais. Et vous avez commencé où ? Là, alors peut-être en tant que joueur et aussi en tant qu'arbitre ? Ouais, je suis toujours pour le coup au même club. Je n'ai pas changé et je suis c'est vrai assez ancré là-dessus. J'ai commencé comme joueur à l'USBD, qui est désormais l'USBD Plumluck, et c'est toujours le club que je couvre depuis mes 13 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne vous voit pas arbitrer les matchs du Stade Rennais. Il y a un conflit d'intérêt géographique. Même si l'année dernière, j'ai arbitré exceptionnellement un match de mon club en district. C'était une opération qui était mise en place dans le cadre des Journées nationales de l'arbitrage. Et c'était un super souvenir pour le coup, et une belle mise en avant de l'arbitrage. Mais c'est effectivement la seule fois où j'ai eu l'occasion d'arbitrer mon club. Ouais. Et vous aviez reçu, je suppose, un super accueil, puisque les gens à BD sont fiers aussi de votre parcours. Ouais, j'avais des tifosi, ouais, pour la première fois de mon histoire arbitrale. J'avais des banderoles qui étaient à mon nom, ce qui était assez unique. Habituellement, c'est plutôt des sifflets que des banderoles. Mais c'était très bien à vivre, ouais. Clémentine, vous nous l'avez dit en introduction, vous avez commencé, ça fait un petit peu plus d'1 an. Comment c'est venu, vous aussi, ancienne joueuse, et puis finalement, on décide d'apprendre le sifflet ? Je rejoins tout à fait ce que vient de dire François. Cette envie d'avoir un rôle aussi particulier, de manager différemment, moi, m'est venue un peu plus tard et de façon peut-être moins conscientisée. En tout cas, au départ, j'ai d'abord été joueuse de foot avec une forte envie de jouer au plus haut niveau, une orientation très dans le haut niveau, en tout cas dans ma carrière sportive. Un rôle de capitaine aussi qui m'a aidé à porter, à transmettre, à avoir ce rôle que tu viens de décrire, d'avoir ce rôle impactant sur le terrain. J'étais très attachée à la vie de club, à tout ce qu'un club peut faire passer comme valeur aux joueurs, aux joueuses, aux coachs, aux bénévoles, mais aussi aux arbitres. Donc ensuite, je me suis dirigée plutôt vers la fonction de coprésidente de club de football, qui m'a aussi beaucoup apporté, où j'ai eu un vrai impact
sur les joueurs, les joueuses, mais aussi sur comment la structuration d'un club, comment on accueille un arbitre, comment on promouvoit l'arbitrage au sein d'un club. Et puis ensuite, l'année dernière, sentant que ma fin de carrière de joueuse approchait, de par mon âge grandissant, notamment, et puis par d'autres projets personnels, j'ai voulu la saison dernière basculer vers l'arbitrage qui m'a toujours intéressée, qui m'a toujours apporté. J'ai toujours, en tant que joueuse, eu un respect important pour les différents arbitres que j'ai pu croiser, et c'est un rôle qui m'a toujours intéressée, notamment dans la structuration du club que j'ai pu mettre en place avec voilà une valorisation de l'arbitrage, et donc c'était tout naturel, et je me suis toujours dit qu'après ma carrière de joueuse, je serais arbitre, et donc c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et depuis ce début de saison, je suis 100% arbitre, où je n'ai plus de rôle ni au sein d'un club, ni de joueuse. Je me sens totalement épanouie, et j'ai découvert aussi cette fonction à part entière où on peut en effet avoir des responsabilités, où on fait du management à différents niveaux. On a une part d'impact sur le jeu. Je trouve ça très intéressant d'avoir un rôle différent tout en étant toujours sur le terrain, et je m'épanouis à 100% dans cette nouvelle fonction. Donc il y avait quand même une envie en tant que joueuse, déjà, c'est pas venu tardivement, cette envie d'arbitrer, il y avait une attirance pour la fonction. Exactement, néanmoins j'ai toujours eu dans cette idée de faire l'un puis l'autre. Je me suis jamais dit, parce que le statut d'arbitre-joueur existe, mais en tout cas dans ma perception à moi, je voulais aller le plus loin possible dans ma carrière de joueuse, dans le plus haut niveau possible, en étant concentrée sur cette fonction, et puis ensuite de basculer à 100% vers l'arbitrage, où j'ai un fonctionnement en tout cas personnel, où je me donne des chances de réussite à 100% dans l'un ou l'autre des fonctions. Et j'ai pu arbitrer, j'ai pu assister l'année dernière au match BD contre BD Plumlock contre Mordel. C'était le club que je représentais à l'époque, et c'était en effet un super souvenir. J'en garde un très bon souvenir. Vous étiez en train de tenir la banderole de François ? Pas très loin. Alors moi, je supportais plutôt le camp adverse, en l'occurrence Mordel. Mais néanmoins, j'avais trouvé François très accessible dans sa démarche, et de par aussi mon parcours de joueuse, j'avais pu rencontrer des arbitres très expérimentés à différents niveaux, dans différentes finales notamment. Et j'ai toujours apprécié le discours. Et François avait fait une intervention dans le foyer de BD Plumlock après le match que j'avais trouvé très percutante. J'étais à ce moment-là en train de passer ma FIA, et ça m'avait, particulièrement touchée. En tout cas, j'avais bien aimé ton intervention. FIA, formation initiale à l'arbitrage. On va pouvoir développer ça tout à l'heure, notamment avec Léa et Éloane. Alors tous les deux, en plus d'être arbitre, vous avez un rôle supplémentaire. Donc passion pour le foot, mais passion aussi arbitrage pour tous les deux. C'est ça. Exactement. Absolument. Et c'est venu comment ? Pour ma part, comme Clémentine, j'ai commencé le foot en tant que joueuse. J'ai commencé assez jeune au club du Cercle Aubert-Bréquigny. Contrairement à Clémentine, pour le coup, moi, j'ai jamais eu de prétention en termes de niveau. Pour moi, c'était du foot loisir, c'était le plaisir d'être avec les copines, le plaisir de faire du sport. Les victoires, oui, mais jouer, être ensemble, passer des bons moments. Et pour le coup, l'arbitrage, je l'ai un petit peu commencé plus tôt, parce que au niveau où j'arbitrais, il n'y avait pas forcément d'arbitre de touche. Donc les fois où j'étais remplaçante, ou même quand j'étais blessée, qu'il fallait un arbitre, c'était toujours pour moi, et je le faisais avec plaisir, et je me dévouais même pour le faire. Je préférais faire arbitre de touche que d'être seulement assis sur le banc ou derrière la main courante. C'était un plaisir pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, j'ai un petit peu plus dépanné d'autres équipes que la mienne, que ce soit surtout aussi dans le club de Mordel où je suis arrivée après. Quand j'avais pas match, ça me dérangeait pas d'aller faire l'arbitre de touche pour les collègues. Et puis mon papa a commencé l'arbitrage une saison avant moi. Il a fait sa FIA, et donc il m'en a beaucoup parlé. C'est vrai que je connaissais pas du tout le parcours pour devenir arbitre,
la formation, les premiers matchs, les parcours en solo, les évolutions, tout ça, je connaissais pas. Moi, je connaissais juste le drapeau et l'arbitre de touche bénévole. Et il m'en a beaucoup parlé. Et pour l'anecdote, il y a eu le confinement, donc de 2020, que j'ai passé du coup avec mon papa, entre autres. Et on a beaucoup parlé arbitrage. Et à l'époque, je faisais un peu de communication pour le club de Mordel. Et on avait tourné des petites vidéos assez humoristiques de vulgarisation, entre guillemets, des lois du jeu. Et on avait pris beaucoup de plaisir. Et à la suite de ça, je me suis inscrite. Et l'été d'après, j'étais à Ploufragan pour la formation. Parcours intéressant aussi. Et donc, le Covid a un peu aidé finalement à rentrer vraiment les deux pieds dedans. C'est ça. Le Covid et papa m'ont beaucoup poussé à me lancer. Et donc, Éloane, en plus, pour vous, c'est arbitre, mais aussi arbitre futsal. Donc, C'est ça. et tout ça, ça a commencé comment pour vous? Alors malheureusement, je vais pas être original. Donc j'étais joueur comme tous ici et toutes. Donc je jouais dans mon club à Lorient Sport et mon père qui était éducateur d'une catégorie inférieure un jour m'a dit il nous manque un arbitre, est-ce que tu peux venir arbitrer bénévolement? Donc j'ai été avec plaisir d'ailleurs. Et j'ai été pris de passion, de devoir prendre des décisions, d'être vraiment au cœur du jeu, de devoir manager des joueurs. J'ai vraiment apprécié, adoré. Donc j'ai décidé de passer ma formation initiale en arbitrage en 2017 à Ploufragan. Et donc c'est comme ça que je suis devenu arbitre. Et jusqu'il y a 3-4 ans, j'étais exclusivement arbitre de football, foot à 11. Et grâce à mon père, encore une fois, qui était devenu président d'un club de futsal, il m'a, entre guillemets, forcé à venir arbitrer un des matchs parce qu'il y avait une panne d'arbitre. Et la même chose que pour le foot à 11, j'ai été pris de passion pour le futsal. Et je me suis dit, je préfère le futsal parce que c'est beaucoup plus rapide. Il se passe toujours quelque chose. C'est pas comme parfois dans les matchs de foot à 11 où pendant 90 minutes, ça peut être un peu plus long. Non, là, il se passe toujours quelque chose. Et ça va vite, il y a du spectacle, il y a des beaux gestes. Et là, c'est là où j'ai su que je me suis dit, je vais être arbitre de futsal. Ok, donc pour vous quatre, on sent que vous avez été quand même piqué un moment par l'arbitrage. On vous sent en tout cas passionné quand on écoute vos récits. François, vous, on l'a dit, vous êtes arbitre international aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moment, un déclic qui se fait où on se dit, je veux en faire vraiment mon métier, remplir cette fonction au plus haut niveau? Pour le coup, le déclic, moi, il a été initié par des rencontres. C'est beaucoup les personnes qui sont arrivées sur mon chemin qui m'ont fait prendre conscience que potentiellement je pouvais avoir de l'ambition et je pouvais croire qu'un jour j'arriverais à en faire alors mon métier ou en tout cas y accorder une place aussi importante dans ma vie, au-delà de l'aspect métier et pécunier. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment les rencontres, les personnes qui se sont mises sur mon chemin, qui m'ont fait prendre conscience de ça. Ouais. Et c'est arrivé vers quel âge? Vous vous dites vraiment, je me lance à fond, je vais essayer d'arbitrer tous les week-ends dans les championnats professionnels? Alors, ce déclic-là, pas vraiment, mais en tout cas, le déclic de dire j'ai de l'ambition et j'ai envie d'y consacrer beaucoup de temps pour être compétiteur et pour essayer d'aller le plus loin possible. Je dirais que ce déclic-là, il est arrivé vers 16-17 ans. Et puis après, moi, je suis arrivé en Ligue 1 à 26 ans. Je dirais qu'avant d'arriver en Ligue 1, c'était pas mon métier et j'avais pas vocation à en faire mon métier. C'est l'arrivée en Ligue 1 qui nous voit arriver finalement des nouvelles contraintes, une médiatisation accrue et c'est à partir de ce moment-là qu'on est contraint de s'adapter au monde dans lequel on vit et puis de se dire maintenant voilà, il y a pas que un aspect passion, il y a aussi quelques sacrifices qui vont avec et puis ça, il faut prendre le package, hein. Si on prend la passion, on prend aussi les sacrifices qui vont avec et puis on fait avec, hein. Ouais. On se doute qu'il y en a quelques-uns des sacrifices à faire quand on arrive. Il y en a aussi il y a pas à que ce des niveau. aspects positifs, ouais, parfois, ouais, bien sûr. Et on va aussi avoir le temps d'y revenir pendant cet épisode de podcast. Léa, en tant que, là, sur votre rôle de dirigeante, on va dire, au FC Mordel, un jeune qui veut être arbitre, il est perçu comment par ses petits camarades? Je me dis que potentiellement, ça peut avoir quelques moqueries par rapport à celles et ceux qui souhaitent qu'on puisse le rêve de devenir footballeur ou footballeuse professionnelle. Alors, je dirais que ça dépend forcément de
Pas mal de facteurs. Je dirais que pour commencer, le club a une place importante dans l'image qui est renvoyée de l'arbitrage. Tous les clubs ne mettent pas l'arbitrage au même niveau et ne lui donnent pas la place nécessaire. Pour en discuter avec certains de mes collègues arbitres, on n'est pas tous considérés de la même façon dans nos propres clubs, pas tous accompagnés, que ce soit une prise de nouvelles, un coup de téléphone de temps en temps, une invitation régulière sur les manifestations du club, un accompagnement pour l'équipement, les chaussures, les maillots renouvelés, les cartons, tout ce genre de choses. Donc déjà, cette place de l'arbitrage dans les clubs, c'est un facteur déterminant pour la perception d'une nouvelle vocation d'arbitre chez un jeune. Ensuite, je dirais que ce qui importe aussi, c'est quel est on va dire, quelle est l'ambiance au sein de l'équipe de ce jeune. Si c'est une équipe qui est plutôt déjà respectueuse de base envers l'arbitrage, bien accompagnée avec un éducateur, avec des bonnes valeurs vis-à-vis de l'arbitrage, le jeune va pouvoir y aller naturellement et va sentir que c'est une vocation qu'il a le droit d'avoir et qu'il peut poursuivre. Je pense que la plupart des réflexions, moi, que j'ai vues de jeunes qui commencent, ce n'est pas plutôt de dire c'est honteux de vouloir faire arbitre ou comment tu peux vouloir devenir arbitre, mais plutôt oh, tu es courageux de vouloir faire arbitre avec ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, le fait d'être peut-être seul sur certains matchs, d'avoir des problématiques éventuelles, c'est plutôt oh, quel courage et force à toi et on va t'accompagner et bon courage et on va y aller ensemble, quoi. Mais donc oui, la place des clubs est très très importante. C'est ça. Si un club en gros ne respecte pas déjà les arbitres qui viennent le week-end, on se dit que ça peut être plus compliqué pour un jeune de s'épanouir dans ce club-là en tant qu'arbitre. Bah complètement. Entre arbitres, on parle, on discute, on échange. Certains clubs ont bonne réputation en termes d'accueil, en termes de comportement des éducateurs, en termes de comportement des équipes. D'autres, c'est l'inverse. Et puis c'est comme pour tout. Ça va, ça vient. Il y a certains clubs certaines années sont plutôt accueillants, d'autres un petit peu moins. Et c'est comme en fait les équipes entre elles parlent sur les arbitres. Ils vont dire un tel est plutôt bon ou un tel au contraire on n'aime pas son arbitrage. Et donc forcément ces choses-là se savent. Et donc ça aide aussi à prendre des décisions de aller ou non vers l'arbitrage. Et Loane, on peut commencer à être arbitre à quel âge? François a parlé de 13 ans. Oui. Il a commencé à 13 ans. Et c'est le plus jeune ou on peut faire encore plus jeune? On peut commencer la formation initiale en arbitrage à partir de 13 ans révolus. Donc le jour de la formation, il faut avoir 13 ans, donc pas en dessous. Parce que de toute façon, sur le football à effectif réduit, il n'y a pas d'arbitre officiel. Donc on va pas pouvoir mettre un jeune de 13 ans à arbitrer des moins de 13 ans à arbitrer des U15, des U16, etc. Donc il faut qu'il ait 13 ans révolus. Et alors on parle de FIA depuis le début. Qu'est-ce que c'est FIA concrètement? Alors la formation initiale en arbitrage, donc la FIA, elle se déroule en 6 étapes. Donc on a 3 premières journées, donc c'est des journées complètes, généralement ici à Saint-Grégoire le samedi, 2 demi-journées à Saint-Grégoire également le samedi, et un examen pratique qui se déroule sur 2 matchs. Donc lors des 3 premières journées de formation, les arbitres, enfin les stagiaires, les futurs arbitres, apprennent le b.a.-ba de l'arbitrage, donc les déplacements, les placements, la gestuelle, les lois du jeu, ce qui est important parce que si on connaît pas la loi du jeu, on peut pas prendre de décision, et tout ce qui est sanctions techniques, donc coup franc direct, indirect, et sanctions disciplinaires, carton rouge, jaune et carton blanc. Et c'est une formation assez concrète parce qu'aujourd'hui, ils font 50% pratiquement du temps sur le terrain, en mise en situation. Et à l'issue de ces 3 premières journées de formation, les stagiaires passent à un examen théorique qui est constitué d'un QCM sur les lois du jeu et d'un test vidéo. S'ils valident cet examen théorique, ils sont convoqués généralement le samedi d'après ici au district pour la première demi-journée de formation qui est axée à une formation geste qui sauve et une formation dite administrative, donc gestion des rapports disciplinaires, de l'espace de désignation et la gestion de la feuille de match informatisée, qui n'est pas facile à prendre en main quand on l'a jamais utilisée. Et donc, à la suite de cette première demi-journée de formation, les arbitres sont, on va être, entre guillemets, lâchés dans le grand bain, donc ils vont sur le terrain. Bon, ils ne sont pas lâchés dans la nature tout seuls, et ils sont accompagnés sur les 2 premiers matchs par un membre de la commission départementale de l'arbitrage, et ils sont observés en doublette. Il y a 2 stagiaires sur
2 matchs, donc c'est la même doublette. Ils font 45 minutes en tant qu'arbitre central, 45 minutes en tant qu'arbitre assistant. Et l'observateur, il est là pour leur donner des conseils, mais aussi juger s'ils sont aptes ou non à l'arbitrage. Donc s'ils sont jugés aptes à l'arbitrage, pendant 2 mois, ils vont arbitrer comme un arbitre lambda sur leur catégorie, soit le samedi, soit le dimanche, et ils seront reconvoqués, voilà, ça fait à peu près entre 5 et 10 matchs après, pour la dernière demi-journée de formation, où elle est consacrée à faire un point justement sur leur premier match. S'ils ont eu des difficultés, des doutes, des interrogations, et nous les formateurs, on est là pour y remédier, leur donner des pistes, des conseils pour que leur match se passe mieux, ou que ce soit plus facile pour eux pour arbitrer. Et à la fin de cette demi-journée, il y a une remise protocolaire avec le diplôme d'arbitre et l'écusson, ce qu'ils attendent tous. Et c'est, on va dire, le moment où ils entrent officiellement dans la famille de l'arbitrage et ils deviennent arbitres officiels pour le district, mais aussi ils représentent également leur club. Donc c'est assez rapide finalement quand on se décide à être arbitre. La formation, c'est pas très très long et vous êtes quand même rapidement sur le terrain. Voilà, c'est ouais, 5 samedis quand même. Donc c'est pour les personnes qui peuvent travailler, ça peut être difficile, mais 5 samedis et puis après on est sur le terrain et on commence à arbitrer. Donc on peut souligner également le travail de nos formateurs, parce qu'au district, on a sur l'examen théorique, on a 100% de réussite cette année. Donc on voit que nos formateurs font un travail extraordinaire, qui forment vraiment nos arbitres, parce qu'ils ont 100% de réussite. Et on a 95% d'arbitres qui sont aptes sur le terrain. Donc là aussi, on voit que nos arbitres sont prêts quand ils arrivent sur le terrain, parce que 95%, c'est quand même un chiffre assez conséquent. Et Clémentine, vu que c'est assez récent pour vous, là, 1 an après, ça se passe comment l'accompagnement? Parce que on comprend qu'au début, les arbitres, donc il y a cette histoire de 45 minutes arbitre central, 45 minutes arbitre de touche avec une supervision, on va dire. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, plusieurs mois après avoir eu le petit écusson, ça se passe comment au niveau de l'accompagnement pour vous? Eh bien, toujours, en tout cas, je trouve que nous, moi, en tant que jeune arbitre, hein, je peux dire ça, toujours assez bien encadré, et justement aussi c'est un aspect rassurant, je trouve, les différentes étapes de la FIA, parce qu'en tant que stagiaire puis arbitre, on sent la progression de samedi en samedi. Ça permet d'échanger avec des pairs, mais aussi avec des stagiaires qui débutent ensemble, où on peut partager aussi des doutes. On a une bonne cohésion dans notre groupe de FIA. On reste en contact, on s'est suivis là sur la saison écoulée. Après, je rejoins aussi ce que Léa disait, l'importance du club, que l'on rejoint. En tout cas, moi, je trouve que c'est une donnée importante. Moi, je bénéficie d'un accompagnement de mon référent de club, qui est venu plusieurs fois cette saison me voir, non pas pour m'observer sur une grille de notation, mais plutôt pour me soutenir, m'encourager, montrer sa présence. C'est en effet la première saison où je suis véritablement arbitre, et donc m'aider à progresser. Je peux aussi bénéficier de l'assistance, en tout cas de mon désignateur. En fait, sur le département, il y a plusieurs désignateurs en fonction de notre lieu d'habitation, qui va nous désigner sur les matchs donc du samedi ou du dimanche. Du dimanche, si on est arbitre senior. Et ce désignateur de secteur est aussi assez présent, peut nous donner des feedbacks, peut venir aussi nous observer, nous donner des conseils, et notamment quand on débute, de sorte à avoir une progression assez linéaire, et c'est toujours rassurant. Et puis après, moi j'ai la chance d'être une arbitre, et donc de bénéficier aussi du soutien de Léa. Notamment cette saison, on a pu aussi se regrouper grâce à l'aide du district, avec toutes les arbitres féminines du 35 récemment, où on a fait une journée toutes ensemble, en échangeant sur les lois du jeu, certes, une partie physique et mise en pratique, mais aussi un groupe. On est un véritable groupe où il y a de la cohésion, où on échange toutes les semaines sur un groupe de discussion, où on peut aussi s'entraider en tant qu'arbitre féminine. Donc vous vous sentez bien entouré, bien encadré en tout Tout cas. à fait. Et puis Eloane, depuis son arrivée aussi au sein du district, comme il l'a dit tout à l'heure, depuis ce début de saison, je trouve que cela met aussi un cadre et un encouragement. Eloane anime notamment un groupe de discussion où on révise
toutes les semaines nos lois du Ah jeu. oui, quand même. Ouais. Toutes les semaines. Eh oui, donc toutes les semaines, j'ai fait des groupes WhatsApp par secteur, parce qu'on a quand même 5 secteurs. Donc toutes les semaines, ils reçoivent 3 situations vidéo, et donc c'est sur WhatsApp, donc je crée un sondage avec plusieurs décisions à prendre, soit laisser jouer, coup franc direct avertissement, coup franc direct exclusion, qui répondent. Et à la fin de la semaine, ils ont la correction. Et tous les mois, ils ont un QCM sur les lois du jeu, 10 situations lois du jeu à répondre. Et ils ont également, on a créé, enfin, c'était déjà en place avant moi, mais on a lancé 2 nouveaux groupes d'entraînement. Donc, ça se passe le jeudi. On en a un à Rennes, un à Rennes à Bréquigny, un à Vitré et un à Liffré. Et donc, les arbitres se retrouvent pour s'entraîner ensemble, pouvoir justement échanger entre eux et pouvoir développer leurs compétences athlétiques entre eux. Et ça, c'est au bon vouloir des districts ou c'est une obligation? C'est au bon vouloir des districts. Ok. C'est quelque chose que nous, on a mis en place ici et que peut-être dans les autres départements, c'est mis également en place. Mais je ne sais pas. Ça va peut-être leur donner des idées. Peut-être aussi. Si c'est pas le cas. François, sur la formation qu'il y a aujourd'hui, par exemple, ce qu'a vécu Clémentine sur cette dernière année et vous, ce que vous avez connu donc il y a plusieurs années, est-ce qu'il y a une différence ou c'était déjà comme ça à l'époque? Une différence énorme. Ouais, Ah oui? une différence énorme. Ouais, on voit bien que ça c'est que ça s'est précisé dans l'accompagnement, qu'il y a une volonté, je pense aussi dans la fidélisation de transmettre le plus d'outils possible aux néo-arbitres pour qu'ils aient dès le départ le plus d'armes possible pour être prêts sur le terrain. Donc c'est cette évolution par étape aussi de la formation, c'est quelque chose de très précieux. Le fait de commencer en doublon, c'est quelque chose qui n'existait pas non plus lorsque moi j'ai commencé l'arbitrage. Le suivi que tu proposes avec le groupe WhatsApp et les révisions hebdomadaires, je trouve ça super intéressant. C'est pour ça qu'en plus, si Mélanie n'avait pas posé la question, je voulais te demander si c'était une initiative personnelle ou si tous les conseillers techniques, tous les conseillers territoriaux avaient cette même démarche. Mais je trouve ça super important aussi. Puis ça permet de garder un lien entre le district et ses arbitres. Donc, en plus de la formation continue, il y a le fait de créer, d'avoir une cohésion, de créer une émulation entre ces différents arbitres. Donc, en tout cela, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui ont changé en bien. Donc, je trouve ça top. Ouais. Et puis en plus, je me dis pour celles et ceux qui nous écoutent, le fait de savoir que c'est un groupe qui a une cohésion, ça peut aussi donner envie. Comme tout à l'heure, quand vous disiez que vous avez commencé à jouer au foot aussi pour être avec les copines et de passer un bon moment, on se rend compte que ça peut aussi être le cas finalement en étant arbitre. Pas complètement, parce que c'est certes quand on commence au niveau du district, on n'arbitre pas en trio officiel, on arbitre seul avec des assistants qui sont bénévoles, un délégué qui est bénévole. Donc on peut se retrouver assez seul et assez isolé. L'avantage de ces groupes-là et de ces rassemblements, les stages de début de saison, qui sont certes certains obligatoires, d'autres qui ne le sont pas, nous permettent de nous retrouver, nous permettent de discuter. Quand on a la chance d'aller arbitrer sur des niveaux supérieurs en tant qu'arbitre de touche, ça nous permet aussi de rencontrer des arbitres plus expérimentés, de rencontrer d'autres collègues. Et l'arbitrage, avec tous ces défis et ces enjeux, fait que l'on est, on va dire, quand même une grande famille. Et c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. François en est la preuve. On est une famille assez unie et tout le monde reste accessible. Moi, je n'ai jamais vu d'arbitre plus haut niveau, que ce soit niveau régional, niveau fédéral, qui ne soit pas accessible pour discuter, pour échanger, pour venir de temps en temps faire expliquer son parcours ou donner des conseils, venir faire des observations. Nous, on a des collègues bretons qui officient et qui arbitrent sur les terrains nationaux et qui se rendent disponibles régulièrement pour encadrer les jeunes, pour les former, pour les accompagner. Et donc ça, c'est très important, tout ce feedback qui est redonné, ce que l'arbitrage nous donne, on essaie de le redonner toujours aux jeunes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui est important. Et on noue de belles amitiés grâce à l'arbitrage. On a des amis de tous horizons, de tous milieux, chose qu'on n'aurait peut-être pas forcément vue si on était resté joueur ou avec une fonction différente. Non mais c'est intéressant. Je veux devenir arbitre. Vous m'avez convaincu. C'est parfait. Éloigne, il y a combien de formations par an à peu près organisées par le district ? Alors, nous, au district, on organise 4 sessions de formation initiale à l'arbitrage. Mais en parallèle de ça, la Ligue organise 3 sessions également, centralisées à Ploufragan. Donc, c'est exactement la même formation, juste c'est pas les mêmes formateurs et c'est pas sur le même planning. À Ploufragan, c'est un week-end complet. Chez nous, c'est des samedis consécutifs. Donc, en soi, la personne qui est intéressée, elle a 7 possibilités de s'inscrire à une formation initiale à l'arbitrage dans la saison.
Il y a tout à l'heure, on a évoqué très rapidement dans l'introduction l'envie bien sûr d'avoir de nouveaux arbitres, mais aussi de les fidéliser. Ça peut être un petit quoi qu'on va dire aujourd'hui sur l'arbitrage en général, le fait que ceux qui commencent restent plusieurs années. Généralement, ceux qui commencent, on a beaucoup qui arrêtent dans les 2 premières années. Donc c'est là Ok. l'enjeu de la fidélisation et de créer du lien. Parce que à l'arbitrage, quand on crée du lien, on se fait des amis et quand nos amis font pareil que nous, ça nous donne envie de continuer. Donc là, c'est un enjeu justement avec les groupes WhatsApp. À chaque sortie des FIA, on fait des groupes WhatsApp pour qu'ils restent tous en contact. Donc ils ont la nouvelle séance, nouvelle demi-journée en plus où ils viennent 2 mois après leur premier match pour faire un point. Ils se retrouvent plusieurs fois. Donc on essaye de faire en sorte qu'ils restent arbitres en les fidélisant avec aussi les groupes par secteur, les révisions de loi du jeu. On essaye de valoriser l'arbitre, qu'ils sentent qu'il y a un accompagnement, un suivi et qu'on les lâche pas dans la nature tout seul et qu'on fait vraiment partie d'une même famille, quoi. C'est le mot qui revenait avec Léa, avec François ou Clémentine. C'est créer du lien pour que les arbitres restent arbitres. Et puis François, il peut être un exemple aussi de par sa carrière. Comment on fait pour passer d'un arbitre départemental à un arbitre international? C'est quoi les étapes à franchir pour arriver à votre niveau? Il y a 3 étapes clés. C'est d'abord le niveau départemental, puis le niveau régional, puis le niveau fédéral. À chacune de ces 3 étapes, il y a des examens qui sont non seulement des examens pratiques, mais également des examens théoriques. Donc c'est vraiment 3 paliers forts d'une carrière d'arbitre. Et puis une fois qu'on est dans ces paliers-là, c'est le terrain qui parle. Après, on est comme les clubs, observés chaque année. Comme les clubs, on est classé. Comme les clubs, les meilleurs montent et les moins bons descendent. Et puis ensuite, le sportif parle et la compétition parle. Donc c'est un travail de longue haleine que de pouvoir monter au niveau fédéral et puis prétendre à arbitrer un jour en Ligue 1. Mais je crois vraiment que ce travail-là, il est accessible à n'importe quelle personne qui au départ rencontre les bonnes personnes, a de l'ambition, a un profil et puis se dit que ça c'est aussi possible pour lui. Parce qu'on imagine, alors moi de ma place, qui ne suis pas du tout arbitre, mais que il faut déjà physiquement tenir la route pour sur des matchs internationaux par exemple, mais même on peut parler de Ligue 1, Ligue 2, nationale, tenir le rythme physiquement. Mais on peut avoir l'impression que si on connaît les règles, les lois du jeu, normalement, peu importe le niveau, on les connaît. Mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Non, c'est C'est pas beaucoup plus que ça. compliqué, forcément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on peut progresser justement dans l'arbitrage, au-delà peut-être d'un point de vue physique, mais sur les lois du jeu? Parce que c'est vrai qu'on se dit, si on les connaît, c'est OK. Alors déjà, on les connaît certes, mais on les connaît jamais assez bien et jamais assez parfaitement. Et les lois du jeu, il y en a 17. Les connaître, c'est bien, faut les maîtriser. Elles évoluent. En plus, chaque année, il y a des petites mises à jour, des petits changements. Et puis, comme beaucoup de sports, comme beaucoup de choses, il y a les lois du jeu et puis il y a la petite zone grise, les petites choses qui sont à l'appréciation de l'arbitre et d'une situation à l'autre, d'un arbitre à l'autre, la même chose ne va pas être sifflée. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu, un contexte de match, un contexte d'équipe et de ce qui a pu se passer sur le début du match, sur la suite. Donc toutes ces prises de décision là qu'on prend pendant le match à intervalles très rapprochés et en quelques millisecondes ne seront jamais les mêmes d'un arbitre à l'autre. Et c'est ça qu'il faut aussi travailler, en plus de connaître les lois du jeu, d'avoir la bonne condition physique. Ça, c'est les bases de la pyramide, mais derrière, il y a tout ce travail de management, tout ce travail de confiance en soi, de savoir s'affirmer, de savoir communiquer avec les joueurs, avec les coachs, même parfois avec les supporters, avec la gestuelle, avec la voix. Et donc tout ça, c'est important et c'est tout autant important à travailler que seulement les lois du jeu ou le physique. Oui, il y a un package un peu plus complet. C'est ça, exactement. Clémentine, est-ce que on arrive à juger sa propre progression, à se dire, par exemple, sur telle situation litigieuse, je vois bien que je m'améliore, je vois bien que je réagis plus vite, que je suis plus assurée finalement dans mon arbitrage? Oui, je pense qu'avec l'enchaînement des matchs et forcément l'expérience qui arrive, on arrive aussi à se remettre en cause en tant qu'arbitre. Un peu
la même chose qu'en tant que joueur ou joueuse, on doit faire aussi sa propre introspection à la fin d'un match. En tant qu'arbitre, je pense en tout cas que c'est important et c'est une des choses aussi que l'on apprend à faire, lors des formations et qui sont, notamment, aussi le rôle des personnes extérieures qui peuvent venir, nous voir, nous conseiller et des personnes aussi qui viennent nous comme, le disait François tout à l'heure, nous aussi en tant qu'arbitre, on est, notés, les meilleurs montent et les moins bons, descendent. Donc on a aussi des évaluations, des observations, tous les ans où, du coup, on a une grille avec différents critères que l'on valide ou qu'on ne valide pas, un système de points, hein, comme il vient de le dire. Et donc, en effet, je pense qu'à la fin d'un match, c'est important d'analyser son match, de faire sa propre évaluation. Et on a aussi des outils qui sont mis à notre disposition pour nous évaluer. Et si on a, encore une fois, un problème, un incident, une question ou autre, on peut aussi se retourner vers nos chers référents qui sont toujours là pour nous apporter conseils et soutien dans n'importe quelle situation qui peut nous arriver. Parfois, il m'arrive aussi avec mon référent de secteur, juste on se passe un appel, un coup de fil pour dire, tout s'est bien passé, voilà, je suis contente, j'ai progressé sur tel ou tel point, j'étais en difficulté sur une chose, que j'ai pu améliorer, voilà. Le rôle aussi d'un arbitre, et c'est là où la fonction est particulière, c'est qu'au cours d'un match, on est aussi souvent, en tout cas moi c'est mon cas, en train de réfléchir, à notre placement, à notre déplacement, à la prise de décision. On a énormément de décisions à prendre, au sein des minutes, qui s'effilent et donc on doit aussi, voilà, on a peut-être loupé à l'image, d'un joueur ou d'une joueuse, eux ils louperont des passes, des contrôles et autres. Nous on peut louper peut-être certaines prises de décision, mais c'est aussi important au sein d'un match de se remettre dedans, d'avoir cette confiance et après aussi je trouve de faire son analyse de match. Et Loane, sur les montées rétrogradations, donc je suppose que ça se passe à chaque fois en fin de saison. C'est ça. Il y a une grille de notation, en fait. Enfin, il y a des critères à remplir. Je ne sais pas si c'est énorme ou pas, donc je vais peut-être pas vous demander de tout nous énumérer, mais est-ce que vous pouvez donner 2-3 exemples de critères d'évaluation qui ensuite fait que un ou une arbitre va monter ou descendre de division? Bah déjà, les montées et descentes, c'est, on va dire, un véritable système de pyramide basé, on va dire, sur la performance. Mais avant les observations, les arbitres, ils se retrouvent en début de saison dans un stage où ils doivent faire des tests physiques et théoriques, adaptés à leur catégorie. C'est ce qu'on appelle le permis d'arbitrer. Donc c'est obligatoire. Et en cas d'échec à ces tests, ils peuvent être rétrogradés. Et ensuite, ils sont observés tout au long de la saison par des observateurs de la commission départementale de l'arbitrage. Et ils sont évalués sur plusieurs critères. Donc il y a les critères, la qualité athlétique. Donc pour pouvoir prendre des bonnes décisions, il faut être à 5 mètres de l'action. Et pour être à 5 mètres, il faut être un sportif. Parce que certains joueurs courent vite. Donc il faut être un sportif. Après, il y a la connaissance des lois du jeu. Comme je le disais tout à l'heure, si on ne connaît pas les lois du jeu, on ne peut pas prendre de décision. Ou alors on prend peut-être des décisions qui sont erronées ou qui sont plus d'actualité. Il y a le potentiel managérial aussi. Donc savoir communiquer avec les joueurs, imposer ses décisions. Et il y a également les compétences disciplinaires. Est-ce qu'il a mis le bon carton au bon moment? Si ça méritait une exclusion, est-ce qu'il a bien mis l'exclusion? Et à la fin, l'arbitre a une note. Et donc, on fait un classement à la fin de la saison. Les meilleurs sont promus au niveau supérieur, comme un club dans un championnat. Les moins bons sont rétrogradés et les autres se maintiennent. Et c'est comme ça qu'on peut donc monter de division en division. C'est en fait passer pas comme une équipe de foot. En fait, on passe les paliers un par un. C'est comme ça que vous, ça s'est passé, Ouais, bien François. sûr. C'est comme ça que ça se passe pour nous tous, pour le coup. Mais c'est vrai que pour Léa, quand elle a eu à répondre à la question de savoir comment on montait, c'est vrai qu'il y a ça, il y a des notions basiques. L'arbitrage, c'est parfois des basiques sur lesquels il faut qu'on soit aux attendus. Les basiques, c'est le volet physique. Éloane en a parlé aussi. C'est les lois du jeu. Un arbitre ne peut pas se permettre d'aller sur un terrain sans connaître les lois du jeu, puisqu'il est le garant des lois du jeu. Mais pour autant, après, au moment de savoir qui va être promu, on peut pas se cantonner à connaître les lois du jeu et à courir. Il faut développer des qualités techniques, des qualités managériales, des qualités disciplinaires, tout ce qu'Eloane a évoqué. Et après, c'est ça qui fait la différence. La différence, elle se fait dans le détail. Et c'est ça qui fera la différence entre les différents arbitres, in fine, ouais. On voit qu'il y a quand même des
beaucoup de possibilités d'évolution dans l'arbitrage. On se dit si quelqu'un se met dedans et est passionné et a envie d'atteindre un haut niveau, ça paraît possible en étant sérieux, appliqué et très investi, on va dire, dans sa fonction d'arbitre. Je trouve que c'est intéressant, en tout cas pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont l'envie d'arbitrer. On va aussi parler de l'arbitre au féminin, puisqu'on a la chance de vous avoir toutes les deux, Léa et Clémentine. Il y a une trentaine d'arbitres dans le district de l'Ille-et-Vilaine, une trentaine d'arbitres C'est ça, une bonne féminines. trentaine, ouais. C'est un chiffre qui est élevé ou pas par rapport aux autres districts? Alors le chiffre, on est 34 exactement en arbitre féminine dans l'Ille-et-Vilaine. Dans ces 34, on prend toutes catégories confondues. Les jeunes, les seniors, district, ligue et fédérale. Donc toutes celles qui couvrent les différentes catégories, mais qui résident en tout cas et qui dépendent de l'Ille-et-Vilaine. Donc ce chiffre est le plus élevé de la Bretagne. Les autres districts sont entre plutôt 21 et 28. Donc c'est une fierté pour nous. C'est tout de même à mettre en relation avec le fait que de base l'Ille-et-Vilaine est un district plus fourni en termes de nombre de licenciés, en termes de nombre de clubs. On a quand même la métropole rennaise qui attire beaucoup. Donc l'Ille-et-Vilaine est déjà de base un plus gros district que les autres. Donc j'ai envie de dire que le nombre d'arbitres féminines au district d'Ille-et-Vilaine est en corrélation avec le nombre de licenciés classiquement. Ce qui est par contre intéressant, c'est de voir l'évolution de ce nombre d'arbitres féminines. Je dirais aussi chez les jeunes, avec beaucoup de jeunes féminines qui s'inscrivent au FIA et qui passent les formations, que ce soit en Ille-et-Vilaine ou dans le reste de la Bretagne. Et ça, c'est assez intéressant et c'est une belle fierté de voir que les filles se mettent au foot et encore plus maintenant à l'arbitrage. Oui, complètement. Et Clémentine, est-ce que vous avez eu des freins particuliers depuis que vous êtes arbitre parce que vous êtes une femme? Non, j'ai eu cette chance-là, de ne pas avoir de frein tant dans la partie FIA, où nous étions plusieurs arbitres féminines dans la même session, que dans le fait que je sois passée arbitre officielle. Je qualifierais pas ça de frein. Par contre, c'est toujours une surprise pour les joueurs, les oui. joueuses, les coachs, en tout cas l'accueil. Alors ceux qui ont regardé, parce que nos désignations sont publiques, ceux qui savent qu'ils vont m'accueillir ne sont pas surpris. Mais quand l'intendante qui me reçoit n'a pas pris connaissance que j'étais une arbitre féminine, ça peut créer une petite surprise où quand on vient amener la feuille de match informatisée aux différents coachs, ça peut créer une surprise, mais les réactions sont toujours positives. J'ai beaucoup de comparaisons avec madame Stéphanie Frappart, souvent. C'est en tout cas souvent la référente féminine de l'arbitrage que le grand public connaît. Mais après, j'ai jamais eu de frein ou de difficulté à arbitrer en tant que femme. Et pour vous, Léa? Je dirais que c'est un peu la même chose que Clémentine. Je dirais que la plupart du temps, les remarques que j'ai pu avoir sur le terrain n'étaient pas envers ma personne en tant que femme, mais plutôt envers l'arbitre. C'est-à-dire que un joueur, un dirigeant qui n'est pas d'accord avec une décision et qui le fait savoir à un arbitre, me l'aurait dit de la même manière si j'avais été un homme. Enfin, je pense et j'imagine au vu des types de mots qui ont pu être employés. Après, je sais que certaines collègues ont pu malheureusement avoir quelques remarques et quelques comportements pas forcément très agréables. J'ai envie de dire que ça reste isolé, mais comme beaucoup de faits qu'on voit de plus en plus dans le football, on aimerait que ça reste isolé. Il y en a un petit peu, on les déplore, on s'arrête pas à ça, on passe à autre chose. Mais il faut faire en sorte de travailler pour vraiment supprimer ce genre de comportements qui n'ont pas du tout leur place dans le football et encore moins envers les arbitres. François, vous voyez une évolution à votre niveau sur le regard porté sur les arbitres féminines? Oui, clairement, il y a une féminisation de l'arbitrage qui est en cours. Elle va prendre du temps, c'est certain, mais elle est en cours. Ce qui est important aussi, tu as évoqué le cas de Stéphanie, mais Stéphanie, c'est une personne qui a ouvert des portes. C'est une femme qui a montré à toutes
qu'arbitrer un match de Ligue des Champions masculin, c'était possible, qu'arbitrer un match de Coupe du Monde masculine, c'était possible. Et ça, c'est des signaux qu'on envoie aussi aux jeunes filles qui sont amoureuses de foot et qui se disent mais potentiellement l'arbitrage ça peut être fait pour moi aussi et je peux être demain la future Stéphanie Frappart parce que si il y a eu une Stéphanie une fois, il pourrait avoir une Stéphanie deux fois et ça c'est ultra important lorsqu'on regarde la télé d'avoir des modèles. Stéphanie représente un modèle, je pense, pour les jeunes footballeuses, mais aussi les jeunes arbitres féminines. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'essentiel, ouais. Et puis on voit Elisa Dopeux aussi qui Bien sûr, qui arbitrait aussi un arbitre Coupe de France. d'Arkema Première Ligue qu'on voit tous les week-ends sur le terrain, mais qu'on voit aussi à l'assistance vidéo Tout à fait. sur les matchs de Ligue 1. On la voit aussi d'ailleurs en Champions League féminine. Il me semble de voir bien sûr Madame Frappart et également Madame Dopeux. Je ne sais pas s'il y en a d'autres présentes. En tout cas, c'est les deux que je Oui, il y a je Elisa. vois. Alors, il y a Elisa, il y a Maïka van der Stichel, Ah oui, il y a Maïka, bien Victoria sûr. Beyer, il y a Alexandra Collin. Enfin, il y en a pour le coup, j'ai cité celles qui sont les mieux classées au niveau international. Mais aujourd'hui, il y a aussi, il faut savoir que les arbitres fédérales féminines bénéficient depuis, je vais peut-être faire une petite erreur sur la date, mais je dirais depuis 2 ans à peu près, d'une professionnalisation en cours de leur statut. C'est-à-dire qu'elles ont maintenant une indemnité de préparation qui leur est allouée, elles ont une revalorisation de leurs conditions de rémunération, et donc qui dit revalorisation de leurs conditions de rémunération dit une professionnalisation possible, c'est-à-dire qu'elles peuvent se consacrer à l'arbitrage là où avant c'était impossible. Donc tout ça contribue aussi à donner un statut à ces arbitres, pour reprendre ton terme, de football. Et c'est ça aussi c'est important. On peut pas imaginer un développement de l'arbitrage féminin sans leur donner un statut au niveau fédéral et au plus haut niveau. Vous avez cité des exemples, Elisa, Stéphanie pour ne pas les citer et d'autres. Mais c'est donner des exemples à celles qui auraient envie de commencer, ouais. Oui, parce que vous avez cité aussi Maïka van der Stichel, qui est également arbitre en Arkema Première Ligue, Ouais, tout tout à fait. comme Alexandra Collin. Donc il y a pour elle aussi des ponts entre arbitrer le football féminin professionnel et le foot masculin professionnel. C'est ce qui aussi peut donner envie aux jeunes de se dire on peut être arbitre dans des championnats professionnels, qu'ils soient féminins ou masculins. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que je crois qu'il y a à horizon 5 à 10 ans, les arbitres féminines avaient pour ambition ultime de rejoindre les compétitions fédérales masculines. C'était un peu la panacée. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce n'est plus que le cas en tout cas, parce que arbitrer en D1 Arkema, arbitrer dans les compétitions professionnelles féminines, c'est aussi avoir une carrière épanouissante. C'est un championnat qui est en plein développement et je crois qu'aujourd'hui on voit bien que les arbitres féminines ne sont plus simplement dans une volonté de rejoindre le football masculin, mais s'épanouissent aussi dans le cadre du football féminin. Ouais. Et Loane, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées par le district, des actions spécifiques pour féminiser l'arbitrage, pour amener de plus en plus de femmes, de jeunes femmes à vouloir devenir arbitre? Bien sûr. Donc aujourd'hui, sur 477 arbitres, on n'a que 34 arbitres féminines seulement. Donc c'est pas beaucoup si on prend le chiffre. Mais on mène des actions pour essayer de féminiser un peu l'arbitrage. Ça marche parce que on voit que c'est il y a de plus en plus de féminines qui se lancent, qui s'inscrivent dans les formations initiales de l'arbitrage. De notre niveau, il y a Léa qui organise des stages 100% féminins en début de saison et à la mi-saison. Donc je crois que c'est très apprécié d'ailleurs des arbitres féminines. Tout à fait. Et en plus de ça, on a un gros travail qui est fait dans les clubs, pas seulement pour recruter des féminines, mais pour recruter des arbitres en général. Donc on va dans les clubs. Pour les féminines, on va spécifiquement dans les clubs féminins, dans les sections sportives féminines, dans les clubs qui ont des sections féminines. On va voir les féminines et on leur fait des initiations à l'arbitrage, des formations, toutes petites formations à l'arbitrage, pour les sensibiliser, pour promouvoir l'arbitrage, leur montrer que c'est possible l'arbitrage. Et je dirais même que pour les hommes et pour les femmes, c'est même le meilleur moyen d'aller vers le haut niveau dans le football. Parce qu'un arbitre, une arbitre, quand elle va arbitrer généralement, ou il va arbitrer, c'est pratiquement le cas à chaque fois, on arbitre toujours une catégorie, un niveau qui est supérieur auquel on a joué. Je ne sais pas si c'est le cas. Pour François, je pense que du coup c'est le cas. Mais pour Clémentine et Léa, C'est le cas. Donc voilà, on fait un gros travail dans les clubs pour essayer de recruter des arbitres féminines et des arbitres en général.
Bon, je vais aborder un sujet qui fâche entre guillemets en tout cas. J'imagine que ça peut être un frein pour, amener des arbitres, qu'ils soient masculins ou féminins, à venir, justement à cette fonction. C'est par rapport à toutes les incivilités qui peuvent se passer, sur un terrain de foot. Vous avez, je suppose, tous les 4, connu des incivilités pendant, votre pratique. Alors j'imagine que c'est un frein, mais peut-être pas vous. Comment vous l'imaginez ça, que ce soit peut-être un peu une pression supplémentaire pour les gens qui veulent se diriger vers l'arbitrage en disant: «Oh, mais ça va être compliqué». Comme tout à l'heure, Léa, quand vous parliez, qu'on disait à un jeune, une jeune: c'est courageux de vouloir être arbitre. Est-ce que c'est le frein majeur, selon vous, Pour hein? moi, c'est le frein majeur, plutôt pour les parents, de jeunes Ouais. qui veulent débuter. Dans mon club, ça a pu m'arriver de recevoir, un jeune et sa maman le jeune en question souhaitait démarrer l'arbitrage, donc la maman, en toute connaissance de cause, était, curieuse de la fonction, de l'accompagnement, quelle est la suite en fait, à cette volonté, et ce type d'incivilité, cette, perspective d'avoir son enfant seul, c'est pas contre tous, mais seul Oui. dans sa fonction en tout cas. C'était forcément une crainte de sa part. Qu'est-ce qui pourrait arriver à mon garçon, quelles sont les incivilités dont il pourrait être victime ou en tout cas être témoin. Parce que je le répète, les incivilités sont pas forcément envers l'arbitre, même si la plupart du temps on en est témoin quand même, Mmh. d'une façon ou d'une autre. Bon, je vous pose la question à tous, hein, c'est le frein majeur pour, recruter des arbitres? Je pense oui. Ouais, aussi? Forcément, mais comme vient de le dire Léa, je pense en tout cas que les clubs ont un grand rôle à jouer, de ce côté. À promouvoir l'arbitrage, à faire en sorte que, non, ce n'est pas autorisé, non, ça n'a pas sa place autour d'un terrain, quelle que soit la catégorie qu'ils soient en train de jouer, que de critiquer l'arbitre, qui est en train de faire son mieux, enfin de la meilleure façon en fait qu'il soit, et je pense vraiment que les clubs ont un rôle vraiment très important, à jouer dans cette éducation, dans cette promotion, de l'arbitrage. Par exemple, moi quand j'ai eu la chance d'être au sein d'un club, d'être coprésidente d'un club, c'était important, c'était écrit dans la charte que chaque licencié doit signer, qu'il était obligé de faire 2 actions d'arbitrage par saison. Ça, c'était primordial, une chose majeure, de la saison, et avec, pas de possibilité de se faire remplacer. Dans le sens, oui, on a un rendez-vous, c'est OK, mais on peut pas, se faire porter pâle ou malade, c'est impossible. Il y a cette action, il y a ces 2 actions d'arbitrage, à faire, que ce soit en arbitre central ou en arbitre assistant. Souvent, ça désacralise aussi, heu, le fait de passer de l'autre côté, et ça permet aussi à des joueurs, des joueuses de se rendre compte, de ce que c'est qu'être arbitre, et forcément, oui, je pense que c'est une crainte, pour chacun des stagiaires des FIA, que de se retrouver dans un stade hostile et cetera. Mais encore une fois, comme on vient de le dire, comme on en a parlé, il y a, de l'accompagnement qui est fait, pour que justement l'arbitre ne soit pas seul, ne ressente pas, cette mise à l'écart ou autre, et justement que l'on arrive à valoriser cet engagement qui est fort dans le football. Oui, on voit bien qu'il faut être, que tout le monde a en fait un rôle à jouer aussi dans la prévention de ces, incivilités qui peuvent exister envers, les arbitres. À votre, niveau, François, comment on apprend à gérer, la pression, qui, j'imagine, doit être de plus en plus forte avec les enjeux? Si vous êtes sur une finale de Champions League, une erreur d'arbitrage, enfin, ou ce que les joueurs supposent être une erreur d'arbitrage, peut avoir la pression de la part, de ces joueurs-là. Comment on apprend à gérer, cette pression qui, dans un stade avec, 90 000 spectateurs, comment on fait? Enfin, je sais pas s'il y a une clé, mais, comment vous faites en tout cas? Alors, on bénéficie de son expérience, on bénéficie des erreurs que l'on a commises par le passé. On apprend beaucoup de ces erreurs. Tout à l'heure, tu parlais, Clémentine, de la capacité à se remettre en cause. C'est une valeur essentielle de l'arbitre. Un arbitre qui veut progresser doit être un arbitre qui se remet en cause. Et à chaque erreur que l'on commet, on doit en tirer des aspects positifs et puis des axes de travail et de progression. Donc l'expérience aide en ça. On travaille sur les aspects physiques, techniques, on travaille aussi sur les aspects mentaux.
Je crois c'est toi tout à l'heure, Eloane, qui en a parlé, je crois, de l'aspect mental, de la non, ou de la confiance en soi. C'était toi, Léa. Et ça c'est ultra important aussi. C'est-à-dire que un arbitre doit être en capacité de prendre des décisions avec sérénité, doit être en capacité aussi d'assumer ses décisions qui peuvent être considérées comme des erreurs. Donc il y a malheureusement pas de recette clé, il y a pas d'outil miracle, mais il y a du travail, il y a de la remise en cause, il y a de l'humilité. Et c'est ça qui nous permettra de progresser. Juste pour rebondir au sujet précédent, en tant qu'arbitre professionnel, aujourd'hui, je suis protégé. Je suis un privilégié. Je suis un privilégié parce que une fois que je suis dans l'enceinte d'un stade de 70 000 personnes, j'ai des dizaines et des dizaines de stadiers autour de moi qui, si demain il y a un énergumène qui voudra rentrer sur le terrain pour mettre une droite, il sera retenu par ces stadiers. Et il y a très peu de chances qu'ils m'atteignent. C'est pas le cas pour tous mes collègues autour de cette table, et c'est pas le cas pour tous les arbitres qui officient au quotidien, tous les week-ends sur les terrains de district. Donc je suis un privilégié, mais je suis un cas isolé. Donc effectivement, le travailler autour des incivilités, c'est un sujet qui est essentiel, certes pour que le jeune ait envie ou la jeune ait envie de devenir arbitre, mais aussi pour que il ait envie de rester dans l'arbitrage. Parce qu'un ou une jeune qui subit une violence un jour, c'est un ou une jeune qui a envie d'arrêter l'arbitrage. Et c'est aussi ça, la clé de la fidélisation, c'est ça. C'est assainir les terrains de football, assainir les comportements pour que le rôle de l'arbitre soit respecté. Ça passe par l'aspect éducatif, Clémentine l'a dit, ça passe aussi par le volet coercitif. Si on veut qu'un comportement n'ait plus lieu, il faut le traiter à la source, faire en sorte que les jeunes respectent le rôle de l'arbitre et comprennent les éventuelles erreurs qu'ils seraient amenés à commettre et les excusent. Mais il faut aussi que s'il faute, qu'il soit sanctionné à cause du fait de sa faute. Et c'est là où l'aspect coercitif est essentiel, et c'est là où les commissions de discipline ont un rôle essentiel aussi pour qu'une erreur, lorsqu'elle est commise, lorsqu'une incivilité est commise, qu'elle soit sanctionnée à sa juste valeur. Et est-ce que vous avez l'impression que les joueurs, les staffs, ou même les supporters sont plus véhéments qu'il y a 10 ans, 15 ans, depuis que vous vous entraînez, même sans parler de niveau professionnel, on va dire, même pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus difficile, ou que c'est stable, ou que ça régresse? Comment vous le voyez? Alors à mon niveau, peut-être que ils seront, pour le coup, mes collègues seront mieux placés pour parler du quotidien au niveau départemental et régional. En tout cas, au niveau élite, enfin en tout cas des matchs que je suis amené à arbitrer, l'évolution majeure, elle est surtout autour des réseaux sociaux. C'est aujourd'hui le point essentiel, et finalement agir derrière un masque et puis derrière son ordinateur, et puis insulter la terre entière, et puis pourquoi pas un arbitre au passage, c'est tellement aisé, tellement facile. Il y a un sentiment d'impunité générale qui se crée dans ces cas-là, et les réseaux sociaux vont avoir ce phénomène-là. Donc nous, la violence que l'on subit, violence verbale, elle est énormément issue des réseaux sociaux. Un jeune cette année au district a été filmé à son insu dans un vestiaire, agressé par des jeunes, et puis diffusé sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il y a non seulement le comportement lui-même, et puis la diffusion qu'on va en faire derrière. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, contre lequel on doit lutter, mais collectivement. Et puis là, on parle pas d'un sujet propre au football, on parle d'un sujet sociétal. Ouais, complètement. Je pense que finalement, j'avais pas pensé à ces histoires de réseaux sociaux, mais oui, ça paraît logique que c'est ce qui fait que ça peut empirer aussi, et peut-être que c'est quelque chose que vous constatez vous aussi. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus à notre niveau aussi. Il y a quelques années, on avait des matchs qui se jouaient, qui se déroulaient dans l'enceinte intime d'un stade et d'un terrain. Aujourd'hui, même sur des niveaux régionaux, voire départementaux, certains clubs investissent dans des caméras qui filment les matchs. Beaucoup de clubs ont aussi des bénévoles, ou peut-être des stagiaires, ou même des personnes qui travaillent pour le club et qui font de la communication, même sur les matchs de district, qui prennent des photos, qui prennent des vidéos. Les supporters aussi vont filmer leurs copains, vont filmer le but, la célébration.
Certains gardiens de but aussi mettent des caméras derrière le but pour filmer leurs rencontres, ils en font des TikTok. Donc tout ça, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est centré vers l'arbitre, mais c'est quelque chose qui va nous atteindre de façon détournée. Ouais. C'est-à-dire que lorsque une situation litigieuse va être filmée avec une caméra qui n'était pas forcément là pour filmer, on va être atteint d'une façon ou d'une autre. Quand on apparaît dans le coin d'une image sur une célébration, on est dans cette vidéo, dans cette photo, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer au fur et à mesure. On est forcément, nous, beaucoup moins médiatisés professionnellement que François et ses collègues, mais c'est quelque chose que l'on a, puisque François en parlait de l'impunité. On le voit, les commentaires qui peuvent passer sur nous, sur nos collègues, il faut faire abstraction, c'est jamais agréable, mais c'est des choses qu'on voit et qu'on déplore, forcément. Vous avez déjà eu une situation, j'allais dire ingérable à gérer, c'est pas très français, mais hyper compliquée à gérer, en tout cas en tant qu'arbitre, au-delà des réseaux sociaux, hein, sur le terrain, j'entends. Ouais, dans ma première année d'arbitrage, sur l'un des derniers matchs de ma saison, c'était un match de District 2, je me rappelle du niveau. Un match sans enjeu dans le sens où il y avait pas de montée, pas de descente pour aucun club. C'était le dernier match de la saison. Donc un match qui aurait dû être plutôt un match plaisir, un match de fin de saison. Le temps était au rendez-vous, les conditions météo étaient au rendez-vous. Le match a dégénéré d'une façon inhabituelle et pas du tout prévisible, dans le sens où à la 88e minute, quelque chose comme ça, un acte de violence a eu lieu entre deux joueurs qui a dégénéré en bagarre générale avec les supporters, avec les coachs. Tout le monde est venu sur le terrain ? Peut-être pas tout le monde, mais il y avait pas énormément de supporters, mais j'avais une bonne partie des personnes présentes au stade à ce moment-là qui étaient sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui n'avait rien à voir avec moi, rien à voir avec mon arbitrage. C'était vraiment purement de l'incivilité entre deux joueurs, entre deux personnes qui a dégénéré aux alentours. Et ça, c'est quelque chose que même si on voit, même si on se dit que ça peut nous arriver, quand ça nous arrive, il faut le gérer. Moi, j'étais plus jeune à l'époque. C'était ma première saison d'arbitrage. C'était un match où j'étais toute seule. J'avais pas d'arbitre avec moi sur la touche. C'était des bénévoles. Donc, il faut tout de suite savoir quoi faire. Il faut bien réagir. Il faut prendre les infos, mais en même temps ne pas paniquer. Appeler la police s'il le faut. Rester à proximité pour essayer d'identifier les différents acteurs, mais en même temps ne pas se mettre en danger. Donc, ça a été on va dire une belle éducation pour moi. J'ai beaucoup appris de cette de ce malheureux épisode. Et là, encore une fois, je dirais que la place de l'entourage est assez importante, parce que quand ça nous arrive, ce genre de choses, il faut pas rester seul, il faut en parler. Moi, j'ai eu la chance d'arbitrer pas loin de mon club ce jour-là. Donc je suis revenue le soir, une fois n'est pas coutume, à la buvette, discuter avec les copains du club, raconter une fois, deux fois mon anecdote, et ça m'a permis de rentrer chez moi apaisée. J'avais déjà évacué la chose, et ne pas rentrer chez soi avec les mauvaises ondes et les mauvaises histoires du match, c'est important si on veut pouvoir remettre le pied à l'étrier, ne pas s'arrêter là-dessus et ne pas arrêter l'arbitrage, parce que forcément, quand ça nous arrive, il y a un moment, on se dit pourquoi je fais ça et pourquoi je continue, et ce que j'arrêterai pas finalement. C'est ce que j'allais vous demander. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça vous a pas donné envie d'arrêter. Forcément, se poser la question. Parce que ça peut, notamment quand ça arrive sur une première année. Clémentine, vous avez déjà eu ça dans votre première année, pas forcément la même situation, mais des situations compliquées à gérer comme ça, d'incivilité? Non, fort heureusement. Croise les doigts pour vous. Voilà. Il reste quelques matchs. La saison n'est pas terminée, mais non, fort heureusement. Juste pour rebondir sur ce sujet, j'ai eu la chance cette saison de porter un dispositif de caméra embarquée sur un match cette saison, qui est une initiative du district de l'Ille-et-Vilaine, donc d'équiper certains arbitres de dispositifs pendant les matchs, donc une caméra, une GoPro, hein, qui est fixée sur le torse de l'arbitre et qui filme l'ensemble du match, les protagonistes donc sur le terrain, mais en dehors s'il arrivait une telle situation par exemple. Et ces images peuvent être utilisées uniquement par une commission de discipline s'il arrivait quelque chose. Donc fort heureusement, il ne s'est rien passé d'exceptionnel, en tout cas sur ce match. Mais j'ai trouvé ce dispositif très rassurant par rapport à la question et au sujet dont on vient de parler.
De mon point de vue, c'était un peu triste d'en arriver à équiper les arbitres de tels dispositifs, mais ça a un côté en tout cas très rassurant. Moi, je l'ai très bien vécu, ça a été très bien perçu aussi par les acteurs de ce jour et c'était une bonne expérience. Ouais, parce que le district 35 est donc pilote de ce dispositif de caméra embarquée. D'ailleurs, il y a un petit documentaire qui est sur le site de la Fédération française de football. On suit un arbitre d'Ille-et-Vilaine dans tout son parcours, comment il met la caméra, etc. Et Loane, est-ce qu'on a déjà des retours sur tous les arbitres qui ont pu porter une caméra embarquée cette saison? Alors oui, d'ailleurs la lutte contre les incivilités, c'est un sujet qui nous tient à cœur au district. Donc on s'est porté volontaire pour être district pilote. On a 5 caméras embarquées au district qu'on fournit aux arbitres centraux sur certains matchs, des matchs qui sont établis par une commission comme match à risque. Donc ça peut être des matchs à enjeu parce qu'il y a le maintien, il y a la montée, le match à laisser mal passer ou alors les matchs de coupe avec élimination directe. Donc on place des caméras comme l'a dit Clémentine. C'est très apprécié des arbitres. Pourquoi on a mis ce dispositif en place? C'est qu'on a aussi remarqué qu'il y avait une augmentation des incivilités sur les terrains. Pas qu'envers les arbitres, aussi les joueurs, les officiels. Et donc c'est avant tout une arme de dissuasion. Et c'est utilisé également en commission de discipline s'il y a eu des incivilités ou des actes de violence. Parce qu'on peut remontrer les images tout simplement Voilà. avec la Si jamais il y a eu un acte de violence ou une incivilité, la commission peut servir des images pour sanctionner le fautif. Et donc on a eu des retours des arbitres, un sondage est parti la semaine dernière, et on a un retour très positif des arbitres qui ils se sentent moins, on va dire, stressés sur les matchs à enjeu. Ils se sentent aussi un peu plus en sécurité sur les matchs. Et leur interaction avec les joueurs est également plus positive. Il y a moins de joueurs qui viennent vers eux pour contester ou pour râler. Il y a un arbitre qui me donnait une anecdote comme quoi il y a des joueurs qui commencent à aller vers lui et finalement on voit la caméra et hop, je fais demi-tour. Donc c'est très positif. Et c'est encourageant, mais je vais être d'accord avec Clémentine, c'est un peu frustrant d'en arriver à devoir porter une caméra pour que les matchs se passent bien. Oui, c'est un peu dommage d'en arriver là et en même temps, j'imagine que oui, on se sent protégé. Et alors, je sais pas, il y a eu un retour d'incident sur les arbitres qui ont porté des caméras? Aucun. Alors, ça peut être un total hasard, mais on se doute bien que ça joue quand même dans la protection des arbitres, que ça calme peut-être les véhémences des joueurs, joueuses qui sont sur le terrain par rapport à l'arbitre central. Vous, en tout cas, vous avez apprécié Tout à fait, oui. et vous êtes senti en sécurité. C'était un match qui était considéré à risque aussi, donc pour porter la caméra? C'était un match de coupe, en effet. Donc avec une élimination directe à la fin du temps réglementaire. Donc c'est pour ça qu'il avait été considéré et donc choisi par la commission. Bon, là, on se rend bien compte, en tout cas, qu'il y a des aspects très, très positifs à l'arbitrage, d'autres un peu moins, juste sur les incivilités, même si avec ces caméras embarquées, ça règle le problème. Enfin, plus ou moins, ça commence à le régler, mais je finis quand même dessus, il y a possibilité que tous les arbitres en aient ou pas, in fine? Alors la caméra, c'est quand même un coût assez conséquent. Oui. Donc c'est des budgets, donc faut que ça soit voté et que le budget passe, mais j'ai pas la réponse. D'accord, donc on verra ça peut-être pour la saison prochaine ou les saisons à venir. Une question que je voulais vous poser à tous. Est-ce que vous pouvez me dire en une phrase qu'est-ce que ça vous apporte l'arbitrage plus ou moins au quotidien ou toute la semaine selon le nombre de matchs que vous arbitrez, mais de manière générale, qu'est-ce que vous apporte l'arbitrage dans votre vie? Moi, je dirais que l'arbitrage m'a appris beaucoup de choses, m'a fait énormément gagner en maturité. J'ai commencé l'arbitrage, j'avais 20 ans, donc jeune adulte, j'ai pas du tout arbitré en jeune. Ça m'a appris beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui dans mon métier, la remise en question, le travail, le management, la communication, savoir parler différemment au coach, aux joueurs. On parle pas pareil à une équipe, à une autre. L'humilité, très important, et la remise en question, tout ça, c'est des valeurs et c'est des choses que je travaille dans l'arbitrage et que j'essaye d'appliquer dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et c'est, à mon sens, aussi des qualités qui sont appréciées
dans le monde professionnel. J'ai eu des témoignages de collègues arbitres et aussi de personnes du monde professionnel qui valorisent ces qualités-là dans un entretien d'embauche, par exemple, ou peut-être pour une recherche de stage ou d'alternance. Ça sert énormément aux jeunes aussi de passer par cette case et cette fonction très, très valorisante d'un point de vue personnel. Éloane ? Moi, je vais rejoindre Léa. Pour moi, l'arbitrage, c'est une école de la vie où on développe plusieurs compétences, le management, le leadership. Mais s'il y avait une chose à retenir, je pense, c'est la confiance en soi. Moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de timide, très réservé. Et le fait d'arbitrer, on est obligé de prendre des décisions, de communiquer avec le joueur. On est vraiment au cœur du jeu. Donc, on est obligé d'avoir cette confiance pour pouvoir appliquer le règlement et prendre des bonnes décisions. Donc, moi, c'est le mot que je vais retenir, c'est confiance en soi. Clémentine ? J'avais choisi le même mot qu'Eloane. La confiance, comme il vient de le dire ou comme Léa vient de le dire, en effet, le fait d'être arbitre le samedi ou le dimanche, je pense que ça nous sert dans notre vie quotidienne, dans notre vie aussi professionnelle ou d'étudiant si on est étudiant, dans le sens où, en effet, on est des acteurs majeurs du jeu, puisque, comme vous avez pu le dire en ouverture, en tout début d'intro, sans arbitre, il y aurait pas de match. Enfin, peut-être qu'on l'oublie parfois, mais c'est vraiment un rôle important, central dans le jeu, dans le déroulé du jeu, dans le football qu'on aime regarder, puisqu'on est tous forcément mordus de foot pour être aussi arbitre. Et ce rôle est très valorisant et apporte une grande confiance en soi, je pense. Et François ? Ils ont tout dit, hein. Ouais, Ils ont tout dit. chance. Moi, personnellement, ça m'a apporté un métier. Ça m'a apporté des souvenirs impérissables. Ça m'a apporté des objectifs aussi, des objectifs de vie. Ça m'a apporté des rencontres fantastiques, des rencontres qui ont construit ce que je suis, qui ont construit ma vie professionnelle, qui ont construit ma vie familiale. Donc, si seulement l'arbitrage se limitait aux 90 minutes du rectangle vert, ça se saurait. Mais l'arbitrage, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Ce sont des moments de vie, c'est des rencontres, c'est ce qu'on est en train de vivre là. C'est une ligne sur un CV qui peut changer demain votre avenir professionnel. C'est tout ça l'arbitrage et c'est toutes les valeurs aussi qui vont avec. Donc oui, l'arbitrage, je crois que chacun d'entre nous, je crois, passionné de foot, mériterait au moins de tenter l'aventure pour voir potentiellement si c'est fait pour lui ou pas. Mais en tentant l'aventure, en osant, il verrait que potentiellement l'arbitrage peut lui changer la vie. Très bien. Moi, je trouve que tout ce que vous dites peut donner envie, en tout cas, pour celles et ceux qui hésitent. Je pense qu'on fonce. Et puis peut-être que celles et ceux qui n'y avaient jamais pensé vont y penser, en tout cas regarder différemment aussi les arbitres qui sont sur le terrain. Et Loane, il y a des facilités aussi pour recruter les arbitres. Et quelque chose de fait par le district de l'Ille-et-Vilaine. C'est ça. Donc, en plus d'aller dans les clubs, on a mis en place avec la Ligue de Bretagne le VOR. Donc, c'est un outil numérique qui permet de profiler des personnes qui ont une appétence à l'arbitrage et au bénévolat. C'est pas que pour l'arbitrage. Donc, en fait, les personnes scannent un QR code et évaluent des phrases de 1 à 10, comme il y a une altercation, est-ce que j'interviens, j'ai envie de connaître les lois du jeu de mon sport. Et donc, ces personnes-là évaluent ces phrases et nous, ça nous donne une base de données avec des personnes qui ont un profil sensible vers l'arbitrage et nous, on va mettre en relation ces profils avec les clubs. Donc, les personnes ont juste à scanner le QR code, ça prend 3 minutes, ils évaluent des phrases et nous, on a un profil derrière et on peut dire si cette personne-là, elle a une appétence soit pour l'arbitrage, soit pour le bénévolat, ou même les deux, qui sait. Et donc, ça rend service au club. Un dernier message pour un ou une jeune qui hésite à se lancer, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? En quelques mots, ne pas hésiter. C'est une belle école de la vie, c'est que des bons souvenirs et même les erreurs font grandir et font apprendre. Donc, ne garder que le positif et toujours apprendre grâce à l'arbitrage. C'est une belle conclusion, à moins que quelqu'un ait d'autres choses à rajouter. Vous avez conclu ça superbement. Merci Mélanie. Léa, on va accueillir maintenant Philippe Leyondre, le président du district de l'Ille-et-Vilaine. Philippe Leyondre vient de nous rejoindre. Vous avez assisté au déroulé de ce podcast juste à côté. Si vous deviez retenir 2-3 phrases peut-être qui vous ont marqué pendant tout cet épisode, ce seraient lesquelles ?
Alors, 2-3 phrases, ça va être Ouais, je compliqué pense. parce que débat très très riche, vraiment des échanges très très fructueux, je dirais, sur différents points. Je vais revenir sur certains points qui m'ont semblé importants et qui, moi, peuvent m'amener aussi à réfléchir sur certains sujets en tant que président de district. Donc, je pense que tout le monde reconnaîtra, un des points importants, c'est comme le recrutement, la fidélisation de l'arbitre. On n'a pas beaucoup parlé du club. L'arbitrage aujourd'hui, c'est la grosse difficulté des clubs. Aujourd'hui, moi, je suis dans des clubs pratiquement chaque week-end, je dirais même parfois 2 fois chaque week-end. La grosse difficulté, moi, que me remontent les présidents de clubs aujourd'hui, c'est on a du mal à trouver des arbitres. Parce que les clubs aujourd'hui, ils ont des obligations, on n'en a pas parlé là, mais chaque club a des obligations de fournir des arbitres en fonction du niveau dans lequel il est. Et donc, la grosse difficulté, c'est de trouver des arbitres. Et je pense qu'on a travaillé déjà avec certains modèles, comme le VOR qui a été abordé là. Je pense qu'il faut aussi, quand on parle recrutement, il faut qu'on pense aussi dès le départ recrutement, fidélisation. On a trop souvent recruté par obligation par le passé. Aujourd'hui, c'était les obligations. On doit avoir des arbitres, on a des obligations. Je pense qu'il faut qu'on regarde aussi, il faut qu'on vienne aussi un peu par passion. Si on veut fidéliser les gens, il faut que les gens aient envie de venir dans la fonction d'arbitre. Je pense que c'est important. Donc, il faut leur donner l'envie de venir dans cette fonction d'arbitre. C'est la première chose. Et puis, il faut aussi peut-être travailler différemment. Vous l'avez dit, très bien dit. Je pense que la grosse perte, si on veut fidéliser, parce qu'on perd énormément d'arbitres, c'est sur les 2 premières années. Quand on a fait 3-4 ans dans l'arbitrage, généralement, on dure. Les 2 premières années sont très, très difficiles. Alors, sans doute qu'on est un peu fautif, nous aussi, dans les instances, et je fais mon mea culpa. On n'accompagne pas, mais ça fait un petit moment que je le dis, il faut qu'on travaille un peu mieux sur l'accompagnement des arbitres sur les 2 premières années de l'arbitrage. Moi, ça me fait toujours mal. J'étais il y a 15 jours sur un terrain, c'était un samedi après-midi. C'était André Freinet, près de Rennes. Un gamin qui avait 14 ans, il venait de débuter l'arbitrage, il était tout seul. Alors, il avait fait, c'est vrai, son duo et compagnie, il avait fait tout son accompagnement, mais il était tout seul là, dans un climat pas très, très serein, c'est vrai, dans l'entourage autour du terrain. Et je comprends que le gamin, après tout ce qu'il a pu entendre au cours de l'après-midi là, c'était son premier match tout seul. Je comprends que c'était un peu compliqué pour lui. Donc, je pense qu'on a un peu à travailler. Je pense que nous, on n'en a pas parlé là aujourd'hui, mais le tutorat des arbitres sur la première année, au moins sur la première année de l'arbitrage, il faut qu'on travaille sur le tutorat, qui est pas obligatoirement fait d'ailleurs par des arbitres eux-mêmes. J'en parlais avec le représentant des arbitres au comité que j'ai rencontré ce week-end sur d'autres sujets. C'est pas obligatoirement par des arbitres, mais au moins qu'on ne le laisse pas seul autour des terrains. Et je pense que ça, on a un vrai travail de fond à faire sur ce sujet-là. Il faut aussi qu'on intègre un peu plus les arbitres au sein des clubs, parce que les clubs, une fois que l'obligation est remplie, on les oublie. Alors ça ne peut pas durer. Je pense que l'arbitre au sein d'un club, ça doit être un licencié à part entière du club. Il y a une assemblée générale, il y a une fête au sein du club. Et ben, l'arbitre, il est comme les joueurs, on l'invite. Il fait partie de la vie, du club. Pour fidéliser, vous en avez beaucoup parlé, il y a sûrement les comportements. Alors, le comportement autour du terrain, difficile à gérer par les clubs. On peut pas en vouloir non plus aux clubs de certains comportements que l'on a autour du terrain. C'est pas simple. Par contre, je pense qu'on a à travailler, et là, les clubs sont aussi fautifs, les comportements. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est le comportement parfois de certains, je vais dire, pseudo-éducateurs autour des terrains sur les bancs de touche, ou dirigeants, éducateurs ou dirigeants qui sont sur les bancs de touche, qui sont des licenciés du club, et qui parfois n'ont pas le comportement adapté. Ils ont un arbitre qui commence l'arbitrage, qui est là sur le terrain. Ils sont les premiers à le vilipender, alors que c'est peut-être eux les premiers qui ont des difficultés à recruter des arbitres. Mais posez-vous la question réellement, si vous ne trouvez pas d'arbitre, peut-être que c'est votre comportement autour du terrain qui fait que vous n'en trouvez pas. Donc je pense que ça, c'est un vrai sujet. La féminisation, vous en avez parlé, féminisation de l'arbitre. Alors oui, on a beaucoup progressé ces 2-3 dernières années. On est malgré tout encore loin du taux de féminisation du football. On est à 11% de licenciés dans le football aujourd'hui. C'est à peu près le taux en Ille-et-Vilaine. En tout cas, on est à 11%, même s'il y a des objectifs beaucoup plus élevés pour demain. On n'est qu'à 6% aujourd'hui. Nombre d'arbitres, si tu compares par rapport aux 500 arbitres qu'on a en France, 34, donc on est à 5-6% de licenciés féminines. Donc on a un vrai travail à faire sur la féminisation du football féminin. Donc un vrai axe de travail également. Les comportements, on vient d'en parler un mot. Oui, les caméras embarquées. Donc, on faisait partie des districts pilotes. Les retours semblent être positifs un petit peu partout, sur tous les départements. On a des problèmes logistiques parce que c'est pas simple. 5 caméras, il faut déplacer les arbitres sur les rencontres qu'on veut équiper. Donc, on a un petit problème de logistique à régler. Mais oui, j'ai eu l'occasion d'aller sur certains matchs où il y avait les caméras. Il est évident que le comportement des joueurs n'est pas du tout le même lorsque la caméra est présente. Ça, c'est une certitude. Après, ce qu'apporte l'arbitrage, vous avez tout dit, je pense. Oui,
une ligne sur le CV, très certainement. Management, apprendre à manager. Je pense qu'un arbitre, quand il a fait 2-3 ans d'arbitrage, en fin de compte, et puis la gestion des conflits. Même dans une entreprise aujourd'hui, on peut avoir à gérer, quand on est manager dans une entreprise, gérer des conflits. En fin de compte, un arbitre, pratiquement à chaque match, il gère des conflits pratiquement sur chaque rencontre. Bien sûr. Donc ça apporte énormément les arbitres. Un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé là, en dehors de la formation initiale, mais c'est la formation des arbitres. Je pense que là aussi, j'ai fait le mea culpa tout à l'heure sur certains sujets, mais sur la formation continue des arbitres. Autant la formation initiale qui vient de changer, dernièrement, là, qui a un nouveau modèle de formation initiale. On a à travailler et structurer, je dirais, la formation continue des arbitres. Autant la formation continue des éducateurs est aujourd'hui très, très structurée. Vous avez des diplômes d'initiateurs, vous pouvez passer aux attestations fédérales, au BMF, au BMF. Il y a des différents niveaux. Autant la formation des arbitres elles-mêmes, si elles existent, elles sont là sur le terrain, elles sont bien formées, mais elles sont pas formalisées réellement comme peuvent l'être les formations d'éducateurs. Il n'y a pas un niveau de bien déterminé avec tel prérequis pour entrer en formation et compagnie. Je pense qu'il y a un vrai travail sur la formation continue à faire, même si elle est très bien faite, mais elle est faite essentiellement d'ailleurs par des bénévoles, parce que les membres de CDA, ce sont quand même tous des bénévoles. Alors, on peut remercier quand même la fédération qui a mis en place, qui a un peu professionnalisé l'arbitrage avec la mise en place des CTA. Éloane en est un exemple ici, on est district d'Ille-et-Vilaine, puisqu'il y en a pas encore dans tous les départements, mais ça viendra peut-être demain. Donc, les conseillers techniques en arbitrage qui apportent une aide, en fin de compte, technique à tous les commissions d'arbitres, en fin de compte, sur tous ces domaines-là, que ce soit sur la formation, le recrutement et la fidélisation. En tout cas, plein de sujets bien, bien intéressants, mais on a encore beaucoup de travail à faire, très certainement, pour fidéliser et recruter de nouveaux arbitres. Et en même temps, François nous a aussi dit que par rapport à ce qu'il avait connu, la formation avait changé, que l'accompagnement était quand même mieux. Donc, c'est mieux, mais on pourra faire encore mieux dans les années à venir. Ouais, c'est mieux. Moi, je dis que sur les 2 premières années, il faut qu'on ait un œil attentif quand même sur les 2 premières années de l'arbitrage. Même si on a fait beaucoup de choses déjà, notamment avec les duos d'arbitrage sur les 2-3 premiers matchs, mais c'est pas suffisant. Moi, je pense aussi à un autre dispositif. J'en discute actuellement avec la CDA. Moi, les jeunes arbitres à 14-15 ans, laissons-les 6 mois. Faut qu'on discute du temps, de la durée. Mais je pense, laissons-les au sein de leur club pendant 6 mois arbitrer. Plutôt que de les envoyer dans des endroits qu'ils connaissent pas. Au moins au sein de leur club, ils vont être entourés par des dirigeants de leur club. Ils seront là, ils seront pas lâchés dans la nature comme celui que j'ai pu voir, moi, il y a 15 jours autour d'un terrain. Laissons-les un petit peu se faire la main au sein de leur club. Ce qui nous empêchera pas, nous, d'aller l'observer, d'aller l'aider, de le conseiller et compagnie. Mais il sera dans un entourage, même s'il n'y a pas d'observateur, parce que malheureusement, on n'a pas d'observateur. Il faut des moyens aussi financiers, pour mettre des observateurs sur toutes les rencontres. Si on n'a pas le moyen d'être sur toutes les rencontres, au moins quand il sera au sein de son club, il sera pas tout seul. Il aura des dirigeants de son club qui pourront l'accompagner. Et je crois aussi beaucoup à la fonction d'arbitre-joueur. Aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui contestent les décisions d'arbitre parce qu'ils ne les connaissent pas, les lois du jeu. Beaucoup de joueurs ne les connaissent pas, les lois du jeu. Donc, la fonction d'arbitre-joueur, on est joueur et on est arbitre. Peut-être qu'il fera que 10 matchs dans la saison d'arbitre, mais petit à petit, il va se lancer d'arbitrage. C'est un pied qu'il met à l'étrier. Et en fin de compte, il viendra à la fonction d'arbitre naturellement lorsqu'il va avoir un petit peu sa fonction de joueur un petit peu décroître. Donc, on a plein de choses encore à travailler pour développer l'arbitrage. Et on voit qu'il y a plein de projets aussi à venir du côté du district et puis sans doute aussi du côté de la Fédération française de football. Merci à vous 4 d'avoir partagé vos expériences. On a appris beaucoup de choses. Je pense que c'était assez riche, assez complet, on l'espère, mais peut-être que là, ça peut donner envie à, j'allais dire des jeunes, mais pas forcément des jeunes, puisqu'on peut commencer à tous les âges à être arbitre. Et puis, c'était un vrai plaisir, en tout cas, de partager ça avec vous. Merci beaucoup à tous les 4 et merci aussi à vous de nous avoir suivis pendant tout cet épisode. N'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux du District 35 puisque il y aura le maillot de François Le Texier à gagner, maillot qui sera dédicacé. On avait envie de faire aussi cette table ronde consacrée à l'arbitrage parce qu'on avait fait une première table ronde. C'était l'année dernière consacrée aux femmes dans le foot, les joueuses mais aussi les dirigeantes. Et on avait également une arbitre avec nous. Donc si vous souhaitez voir ce premier épisode qui a d'ailleurs remporté un prix à la Fédération française de football, le prix Tout Foot. On vous met le lien dans la description de la vidéo et on vous dit bien sûr à très bientôt pour un nouveau podcast vidéo avec le district de l'Ille-et-Vilaine. Merci.